Et si un simple chiffre pouvait cacher des vérités complètement opposées? Ou si notre ego, finalement, n'était pas un ennemi à abattre, mais un outil essentiel à notre développement? Aujourd'hui, on va explorer ensemble les réponses, souvent surprenantes, d'une figure spirituelle du XXe siècle, connue sous le nom de la mère, à travers une session de questions-réponses qui date de 1955. Alors voilà le programme. On va commencer par un truc un peu concret, la signification des nombres, pour ensuite plonger au cœur de nous-mêmes. On va voir la différence cruciale entre agir par ego et être purement égoïste au sens où on l'entend. Quel est le vrai but de l'ego? Puis on verra comment tout ça dessine un chemin de vie qui est unique pour chacun, avant de se poser la question ultime, au fond, c'est quoi une question qui vaut vraiment le coup d'être posée? Allez, on commence avec quelque chose qui a l'air de rien, une simple question sur un nombre. Mais on va vite s'en rendre compte, la réponse de la mère, ce n'est pas du tout un cours de maths. C'est plutôt une porte d'entrée vers la compréhension du langage des symboles. Et là voilà, cette fameuse question. Elle est toute simple. Quelle est la signification de 18? Bon, on pourrait s'attendre à une seule réponse, logique, mais pas du tout. Pour la mère, c'est l'occasion parfaite de montrer qu'un même symbole peut cacher des réalités multiples, voire contradictoires. Là, attention, c'est une sacrée gymnastique de l'esprit qu'elle nous propose. Pour elle, le 18, c'est un code. Si on le voit comme 10 plus 8, eh bien, ça représente un accomplissement qui est terminé, presque figé. Mais si on le regarde comme 9 plus 9, alors là, ça devient le symbole d'une création qui n'en finit jamais. Et enfin, si on le décompose en 12 plus 6, ça évoque une perfection qui se réinvente sans cesse. Un seul chiffre, trois significations totalement différentes. C'est fascinant, non? Un même symbole peut contenir à la fois la fin et le commencement. Et ça ne s'arrête pas là. La mire fait le pont entre le symbolique et le vécu, le concret. Le chiffre 18, c'est cette idée un peu abstraite d'une conscience qui cherche à se réaliser. Mais c'est aussi, très simplement, l'âge de la majorité, le moment où la société nous dit « ça y est, tu as le droit d'avoir ta propre volonté ». L'abstrait et le concret qui se rejoignent parfaitement. Et finalement, la grande leçon, elle est là. Qu'on utilise les nombres, l'astrologie, les cartes, peu importe l'outil en fait. Ce sont tous des langages qu'on a inventés pour essayer de comprendre le monde. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas tant le système en lui-même, mais la conscience et la profondeur avec lesquelles on s'en sert. Bon, on a vu comment on peut interpréter le monde extérieur. Maintenant, penchons-nous sur notre moteur intérieur. La mère aborde ici une nuance super importante, une distinction que la langue française a un peu de mal à faire entre ce qui vient de l'ego et ce qui est purement selfish. Et comprendre cette différence, c'est la clé pour vraiment décrypter nos motivations. Du coup, la question se pose, et c'est une question qui nous travaille tous un peu, est-ce que tout effort personnel est forcément égoïste? Est-ce que le simple fait de vouloir s'améliorer et de vouloir se dépasser, c'est forcément être centré sur soi au détriment des autres? Et c'est là que la mère pointe une subtilité que notre langue ne saisit pas très bien. En anglais, on a égoïste et selfish. Une action égoïste, c'est une action qui part de notre ego, de notre conscience en tant qu'individu. Mais attention, elle peut être complètement généreuse, comme se dévouer corps et âme à une cause. Par contre, une action selfish, c'est ce qu'on entend nous par égoïste, agir uniquement pour son petit profit personnel sans se soucier du reste du monde. L'idée vraiment clé à retenir, c'est que l'ego n'est pas forcément une tare morale, c'est un moteur. Prenez un athlète qui s'entraîne comme un fou pour les Jeux Olympiques. Son effort, il est bien basé sur son ego, sa volonté d'être le meilleur. Mais son but n'est pas selfish pour autant, au contraire, il peut inspirer des millions de gens. En gros, l'ego, c'est le carburant, c'est l'intention qui tient le volant. D'accord, donc si l'ego n'est pas l'ennemi à abattre, alors à quoi il sert au juste? Et là, la mère nous lance un avertissement. Vouloir s'en débarrasser trop vite, ce serait une grosse erreur. C'est un outil indispensable, mais seulement pour un temps. Imaginez un sculpteur. La première étape, c'est de prendre un bloc de pierre brute et de le tailler pour lui donner une forme unique, reconnaissable. Ça, c'est le rôle de l'ego, nous séparer de la masse, nous rendre uniques. La deuxième étape, c'est de polir cette sculpture, de la perfectionner dans les moindres détails. Ça, c'est notre développement personnel. Et c'est seulement quand l'œuvre est terminée, magnifique, complète, qu'on peut enlever l'échafaudage. L'ego, son travail est fini. La mère est vraiment très claire là-dessus, on ne se débarrasse pas de l'ego avant d'avoir fini le travail. Le but ultime, ce n'est pas de redevenir une page blanche, sans ego, mais au contraire, de devenir une œuvre d'art tellement unique et aboutie que l'outil qui a servi à la créer n'a tout simplement plus d'utilité. Ok, on a vu comment l'individu se construit, maintenant la question devient plus large. Qu'est-ce qui détermine le grand chemin de vie sur lequel toute cette construction va se faire? Pourquoi chaque parcours est-il si différent d'une personne à l'autre? C'est peut-être l'une des questions les plus profondes qui soit. Pourquoi certaines personnes sont-elles attirées par la méditation,
d'autres par l'action humanitaire, d'autres encore par la dévotion pure. Au fond, qu'est-ce qui définit notre façon si personnelle d'aborder le spirituel ou le divin? Pour la mère, la réponse tient en deux éléments. D'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler notre bagage karmique, tout ce que notre âme a appris et expérimenté dans le passé, et de l'autre, il y a les cartes qu'on reçoit à la naissance, dans cette vie-ci, notre corps, notre famille, notre caractère. C'est vraiment la rencontre de ces deux forces qui forgent qui on est. Et ça, c'est une idée vraiment puissante. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie. Le chemin est unique, il est taillé sur mesure à partir de notre histoire et de notre nature. Il n'y a pas de recette miracle qu'il suffirait de copier, il y a juste notre propre parcours à découvrir et à respecter. On a exploré pas mal de réponses de la mère. Mais pour finir, elle nous invite à regarder de l'autre côté du miroir. Après tout, la qualité d'une réponse, ça dépend souvent de la qualité de la question, non? Alors, c'est quoi une bonne question? Et la dernière question qu'on lui pose est juste brillante de simplicité. Mère, pour toi, qu'est-ce qu'une question intéressante? C'est une invitation à arrêter de courir après des réponses toutes faites et à apprendre à mieux s'interroger soi-même. Sa réponse, c'est un vrai mode d'emploi. Une question intéressante, ce n'est pas une question intellectuelle, du genre qu'on pourrait trouver sur Wikipédia. Non, c'est une question qui vient des tripes. Elle naît d'une expérience personnelle, d'un truc qu'on a vécu et qu'on n'arrive pas à comprendre. Un nœud dans notre vie qui demande à être démêlé. Ce sont ces questions-là qui nous font vraiment, vraiment avancer. Au final, la mère nous renvoie à notre propre vie. La vraie quête de sens ne commence pas dans les livres ou les concepts, mais dans notre vécu. La question qu'elle nous laisse en suspens, c'est donc la suivante. Quelle est cette expérience, ce mystère dans notre propre vie qui n'attend qu'une chose, devenir la question qui pourrait tout changer?